Et il faut trouver un moyen que ce vide fasse sens finalement. Et je trouve que c'est ça le chemin. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. « 22 février 2019, 18h43. Des dates et des heures qu'on n'oublie jamais. Elles sont marquées à tout jamais dans nos cellules. Allô ? Vos résultats ne sont pas bons du tout. La douche froide. Voilà comment un simple coup de fil pendant un repas familial a complètement changé la vie de Cinda. À 37 ans, maman de 3 jeunes enfants, dont des jumeaux, évidemment que Cinda était à milieu de cette réalité-là. On est toujours à milieu de cette réalité-là, mais peut-être encore plus avec de jeunes enfants. J'ai parfois de la colère quand j'entends que de jeunes mamans sont touchées par le cancer. C'est comme si la maladie venait voler leurs belles années de jeunes mères. C'est dur, c'est vraiment dur. Et j'ai tenu à accueillir Cinda sur le podcast parce qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui sont touchées par cette maladie. Cinda n'avait jamais entendu parler d'un cancer triple négatif. D'ailleurs, elle trouve ce nom tout à fait barbare. Déjà très agressif, déjà bien avancé. La voilà embarquée dans un combat qu'elle mène avec calme. Un combat pas à pas. Et elle va nous parler de cette théorie des petits pas. Comme je l'aime cette théorie. Un jour à la fois, 1 heure à la fois, parfois même 1 minute à la fois. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais en revanche, elle a tout de suite compris qu'il y aurait un avant et un après. Un après pas forcément moins bien d'ailleurs. Poussée dans le dos par un élan vital incroyable, elle fait son petit bonhomme de chemin en choisissant l'espoir comme moto. Son traitement au Karcher, couplé du diagnostic pas super favorable, n'a pas du tout anéanti cet espoir. L'espoir d'aller mieux, l'espoir de guérir, l'espoir de faire ce dont elle a toujours rêvé. Elle va nous parler de son expérience du cancer avec des jeunes enfants, leur annoncer tout de suite ou attendre, tout expliquer ou ne pas dire. Elle n'a pas voulu leur cacher la vérité et s'est toujours efforcée d'être une maman avant tout, en leur expliquant bien ses limites. Elle va nous parler de ce qu'elle a mis en place pour s'aider et de sa vision sur ce qu'on ne contrôle justement pas. Ah, le fameux lâcher-prise. Ne pas anticiper, ne pas être dans le passé, être ici et maintenant. Cinda en a fait son métier puisqu'elle anime des ateliers de pleine conscience. Elle va aussi nous parler de l'après, le fameux après-cancer, sujet qui lui tient très à cœur. L'après est un chemin passionnant, joyeux, mais aussi parsemé d'embûches et de détours. Un apprentissage. Il y a ce fameux vide post-traitement. Comment donner sens à ce vide ? Nous allons parler de tout cela. Reconstruction physique, reconstruction psychique. Nous parlerons de cela aussi parce que c'est vrai. Certaines personnes ont besoin de vivre les deux en même temps. D'autres préfèrent consolider la reconstruction psychique avant de se lancer dans la reconstruction physique. Il n'y a pas un chemin unique. Tous les chemins sont possibles. Nous sommes toutes uniques. Cinda nous dit, et je kiffe à fond, après le cancer, il y a la vie. Encore un de ses motos. Bienvenue à Cinda. Alors bonjour Cinda. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner pour le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Je suis hyper contente, en plus de pouvoir l'organiser en présentiel, dans mon petit cocon avec mes petites bougies. Le présentiel est encore plus savoureux, je trouve, qu'on ne l'a pas eu. Ça c'est sûr. Donc voilà. Cinda, j'aimerais bien qu'on commence par des petites présentations. Donc si tu pouvais me donner ton âge, tes enfants, ton métier. Okay. Et puis évidemment, on va parler de l'événement qui a bouleversé ta vie, on va dire peut-être. Chamboulé, bouleversé, changé ta vie. Et puis après, bon, je te laisse commencer où tu veux, m'emmener où tu veux, terminer où tu veux. Okay. Fais-toi plaisir
en me racontant ton histoire. Ok, bah écoute, on va commencer par le plus simple. Alors, je m'appelle Cinda, j'ai 37 ans et j'ai 3 loustiques. Donc, une grande qui a quasiment 10 ans qui s'appelle Nalia et des jumeaux qui ont presque 6 ans maintenant qui s'appellent Ilan et Lucas. Sinon, dans la vie, je suis coach. Je fais du coaching post-cancer, du coaching de vie, du coaching professionnel. Et je suis également instructrice de pleine conscience pour enfants. J'organise aussi des ateliers de reconnexion à soi, en fait, dans ce monde particulièrement stressant, que ce soit pour des adultes et aussi des patients en rémission de cancer, où j'y ajoute un cercle de parole. Quand est arrivé cet événement qui a chamboulé ta vie, ce cancer qui est venu s'inviter dans ta vie sans que tu lui aies rien demandé D'autant plus que, voilà, on a déjà un peu discuté, il y avait 0 antécédent. Non. Quand on est jeune comme ça, avec des enfants si jeunes, c'est un peu le ciel qui te tombe sur la tête. Donc, est-ce que tu peux me raconter les circonstances, voilà, un peu ta vie d'avant, quel type de cancer, voilà. Bah écoute, en gros, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc en 22 février 2019. On n'oublie pas ces dates. Non, ça c'est clair. En plein hiver. Oui. Ça c'est clair. Je me rappelle même de l'heure, je crois qu'il était 18h43. Oui. Au niveau de mes règles, j'ai toujours eu des variations hormonales qui fait que j'avais des seins un petit peu qui grossissaient. Mais sans que ça m'ait particulièrement inquiétée. J'ai allaité mes 3 enfants aussi assez longtemps, sans avoir eu vraiment de problème. Et là, il y avait quand même un truc qui me chipotait, mais qui n'a alerté personne. Et en quelques semaines, ce petit truc qui m'alertait s'est avéré être un cancer du sein triple négatif qui faisait déjà 6 cm. Puis comme tu disais, j'ai pas d'antécédents, j'ai 35 ans, en parfaite santé, etc. Donc j'ai vraiment dû insister. Et insister aussi pour faire une écho et une mammo. Et ça, je trouve c'est important de le dire parce qu'en fait, pour des seins comme moi, on voit pas forcément la mammo. L'écho... Oui. Exactement. Voilà, ça, je trouve c'est important de le dire aussi. Et voilà. Et donc, bam, quoi. Tout le bazar. Donc, écho, mammo, biopsie, diagnostic. Et est-ce qu'il t'avait déjà dit sur l'image que c'était un petit peu suspect ou... En fait, je crois que j'ai eu un gros déni. C'est-à-dire que ils étaient pas très à l'aise, mais moi, je me suis dit, oh là là, des examens, pourquoi? Ça n'a aucun sens. Voilà. J'ai pas... Non, ils m'ont pas dit tout de suite que c'était suspect. Franchement pas. Par contre, le radiologue m'a dit, il faut faire une biopsie. Alors, on entend souvent quand même, on croit qu'on est invincible, en fait, à nos âges, toi encore plus jeune que moi quand on l'a appris. Donc, comment tu t'es sentie entre le moment où tu as quitté l'hôpital, tu as eu cette biopsie, et le moment où on t'a téléphoné? Est-ce que tu imaginais quelque chose ou même pas? J'avoue, c'est difficile de me replonger dans ce moment parce que c'était un peu l'apnée, en fait. J'étais dans un état où je me disais... je crois que le truc que je me disais le plus, c'était ça peut pas être ça va être un petit kyste. Voilà, je crois que j'étais un peu dans la minimisation pour essayer de fonctionner plus ou moins normalement aussi avec les loustiques, avec mon mari, qui était très très présent d'ailleurs. Et est-ce que voilà. tu peux rappeler l'âge de tes enfants À ce moment-là, ils avaient 4 ans, 2 fois 4 ans pour les jumeaux. Et, 2 fois 4 ans. Oui, 2 fois 4 ans. Et alors, ma fille, elle avait 8 ans. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce jour-là? On était à table, et on était en train de manger tôt, avec des jeunes enfants. Et puis, j'ai vu que c'était le généraliste, et je me suis dit, prends quand même l'appel, c'est pas net. Donc, j'étais dans une autre pièce, et alors là, elle me dit, paf, vos résultats ne sont pas bons du tout. Déjà, je trouvais ça, mais comment dire, d'une froideur absolue. Bon, enfin, après, il y a peut-être pas une bonne façon de l'annoncer, j'en sais rien. Difficile, Je crois qu'il n'y a pas de... Mais voilà, donc ça, elle m'a annoncé et elle m'a dit, c'est un cancer. Ah oui, donc toi, tu as entendu le mot cancer dès le premier jour, dès les premières minutes. Oui, elle m'a dit, c'est un cancer. Et là, littéralement, je suis tombée par terre. C'est quand même assez brutal, en fait. C'est assez brutal, oui. Oui. Ça, c'est quand même un sujet aussi, je pense que j'essaierai de trouver quelqu'un pour parler de l'annonce. Oui, disons que l'annonce au téléphone, comme ça, je trouve qu'après, en même temps, elle m'aurait dit, il faut venir au cabinet, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'aurais compris que c'était pas, entre guillemets, pour parler de la météo, quoi. Enfin, t'annoncer une bonne nouvelle, voilà, c'est très compliqué. L'un dans l'autre, j'attendais ce coup de fil, mais par contre, ce qui a été... salvateur, c'est que quelques minutes après ça, mes enfants qui avaient fini de manger, ils sont venus me voir et ils m'ont dit maman, ça va pas, j'étais en larmes. Et là, tout de suite, j'ai vraiment été en mode
Je leur ai expliqué. Je savais pas exactement ce qui m'attendait. À ce moment-là, je savais pas si c'était métastase. D'avoir de la chimio. Oui, je savais pas quels seraient les traitements, s'il y avait des métastases ou pas. Enfin voilà, c'était encore tout le début, mais j'étais assez. Oui, j'ai pas eu besoin de cacher les choses. Et je trouvais ça quand même assez salvateur, peut-être pour eux aussi. Alors, avec mes mots, je leur ai dit que maman était malade, que j'allais devoir me soigner, etc. Et que c'est pour ça que j'étais triste. Oui, voilà. Donc tu n'as rien caché. Non, j'ai pas caché, mais j'ai pas exagéré non plus. J'aurais pas annoncé la gravité de la maladie, évidemment. Ils sont petits, mais j'ai annoncé que j'étais malade. Pas en plus, voilà. Oui, que tu étais malade, c'est bien. Ça. Peut-être que j'ai mis des mots sur ça et je pensais. Enfin, les deux petits, je me rappelle, ils m'ont fait un bisou, ils sont partis jouer. C'est la vie, hein, les petits. Oui, c'est ça. C'est la vie. Et je trouvais ça très très mignon et à la limite tant mieux. Ma grande, par contre, je crois qu'elle a tout de suite compris que c'était grave. Oui. Elle a vraiment eu ce truc de ça sent pas bon, quoi. Oui, et à 4 ans, est-ce qu'on a déjà cette notion on n'a pas la notion du temps, on n'a pas la notion de peur par rapport à la maladie, donc et puis ce sont des garçons et des casse-cous en plus. Oui, apparemment. C'est ça. Ils sont partis jouer et finalement, mais c'était pas plus mal. Et l'un dans l'autre, je suis contente d'avoir été pas obligée, mais disons que les circonstances ont fait que un quart d'heure après qu'on m'a annoncé ce diagnostic, j'ai dû le dire à mes enfants. Oui, et que la vie reprenait, il fallait les coucher. C'est ça. Oui. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter ? Peut-être nous dire ce que tu as eu comme traitement, comment tu as vécu tout ça, peut-être qu'est-ce que tu as compris comme enseignement dès le début, parce que tu m'as dit, voilà, ça m'a permis de m'arrêter. Et donc, j'aimerais bien que tu me parles de ça. Oui, ça va. Bah, écoute, peut-être commencer par les traitements. Relativement classique, hein, donc j'ai eu de la chimio lourde, donc 5 mois de chimio, une mastectomie, et puis de la radiothérapie, et puis encore 6 mois de chimio orale. Donc triple négatif. Oui. Donc tu nous expliques juste en cours médical pour les nuls, hein, on va dire, pas trop scientifique, par rapport à un hormonodépendant, donc c'est un cancer qui est différent. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de récepteurs hormonaux et de la protéine HER2 à la surface des cellules. C'est ça la grosse différence. Voilà. C'est en fait 15% des cancers du sein et c'est souvent agressif et c'est souvent des femmes jeunes aussi. Et donc, voilà, le même traitement... Quoique de la chimio en plus, en fait. Hein. Oui, en fait, normalement, ça fait déjà 2 ans, et comme la recherche avance super vite, il y a peut-être des nouveautés que je ne connais pas, et tant mieux, je dirais. Mais c'est-à-dire que la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'hormonothérapie préventive pour les triples négatifs, en fait. Tout à fait. Voilà. Mais tu as eu encore 6 mois de chimio. J'ai eu 6 mois de chimio. Quelle raison ? C'est le nouveau traitement préventif, c'est du Xeloda, en fait. C'est du nouveau traitement préventif pour les triples négatifs. Ok, parfait. Qui était, en fait, en phase d'essai à ce moment-là. Et tu l'as bien supporté, ça ou... Mais, très relativement. C'est-à-dire que je crois que si j'avais eu que ça, oui. Mais étant donné qu'il y avait eu les 5 mois de chimio, la mastectomie, la radio avant, ça faisait beaucoup. Je pense que l'accumulation de tout ça a fait que j'étais quand même assez fatiguée. J'ai dû diminuer un petit peu les doses quand même. C'est long. C'est long. C'est long comme traitement. C'est très long. Mois, parce que, oui, c'est ça. C'est 14 mois et on se sent peut-être un peu en chimio pendant 14 mois, en fait. Oui, on se sent... mais à la fois, on se sent en chimio, mais à la fois, moi, j'étais assez en mode... ça va aller. Même si c'était peut-être un peu présomptueux, mais j'étais vraiment dans ce mode, on va tout faire pour, et un jour à la fois, et voilà. Est-ce que tu crois que tes enfants t'ont très fort porté ? Oui. Clairement, mes enfants. Petite vie, mais alors la difficulté aussi d'avoir encore des tout petits à la maison. Oui. Comment est-ce que tu t'en es sortie J'étais bien aidée déjà. Mon mari, spécial dédicace. Non, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire de présence pour moi, pour les enfants. Ma maman aussi a été très présente. Ça nous a bien aidés. On a quand même eu un bon soutien à ce niveau-là. Et alors j'ai eu des amies aussi très très présentes. Moralement. Et... un peu la clé aussi. Oui, ça, j'ai eu quand même ces piliers, j'ai eu quand même la chance d'avoir ces piliers-là, c'est quand même une grande chance. Ils m'ont vraiment, vraiment porté, quoi. Mais voilà. Oui, mais moi, ils étaient plus âgés, donc je n'ose pas imaginer, voilà, pendant ces chimios EC, donc les grosses chimios, de se lever, être là pour les enfants, pas facile. Mais ils m'ont porté. Mais justement, tu dis se lever, en fait, ça c'était un truc, peu importe mon état, je m'obligeais à me lever, je m'obligeais à me maquiller. Mais c'est bien Mais parfois je retournais au lit tout de suite après, mais au moins qu'ils aient ce petit bisou de maman le matin, voilà, pour moi c'était
c'était important que je sois pas que malade. Pour eux, je suis toujours, mais maman, c'est pas la tête de malade, quoi. Oui, ok, j'ai perdu mes cheveux, etc. Mais tout ça, j'avais prévenu aussi. J'avais prévenu que c'était les médicaments, que ça allait être bizarre, mais que ça allait repousser. Enfin, voilà. J'ai, et mon mari aussi, on a assez, pas normalisé, mais on a expliqué les choses comme elles étaient, sans grand drame. Sans grand drame, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pas... Enfin, chez nous, on a essayé de pas alourdir le truc. Dans le sens où c'est déjà assez lourd comme ça. Oui. Et on n'avait pas besoin d'alourdir. Par contre, expliquer que, oui, non, là, maman, elle va pas faire du trampoline, ça va pas être possible. Mais par contre, je peux te lire une histoire. Voilà, des choses assez basiques. Ah non, là, la promenade de 2 heures dans la forêt, non, ce sera pour papa, ou voilà. Mais c'est des choses très concrètes, finalement. La vie, comme elle doit être, avec cet élément qui est anormal, mais on a essayé de normaliser malgré tout. Oui, de continuer à avoir cette vie de famille. Ouais. J'ai vu dans les petites notes que tu m'avais envoyées, parce qu'on prépare un petit peu les thématiques, tu parles de la théorie des petits pas. Ouais. Alors moi, j'adore cette théorie des petits pas. Ouais. Alors dans ton exemple, voilà, comment est-ce que tu veux nous parler de la théorie des petits pas? Ouais. Moi, c'est vrai que dans tout ce que j'ai entrepris, c'était toujours le premier petit pas. C'est ça. C'est tellement important. Ouais. Et quand j'ai vu ça, ça me parlait énormément, évidemment. Oui, c'est ça. C'est un peu aussi une des bases du coaching, mais c'est de se dire, enfin surtout dans les traitements comme ça, il y a un côté, ce que je disais précédemment, il y a aussi une envie, une force vitale. Donc j'étais vraiment poussée par ça, cette espèce d'espoir et ce côté, on s'accroche à ce qu'on peut, c'est-à-dire à un espoir qui est théorique, qui est là. Mais les petits pas, c'est vraiment un jour à la fois. Et parfois, c'est 1 heure à la fois. Et se dire, en fait, et ça, j'ai découvert, le corps est quand même incroyable. Il y a des jours où je me dis, mais en fait, je peux pas supporter un autre jour, ou même une autre heure. Et puis, finalement, si. Et ça, je trouvais ça quand même assez dingue, quoi. Essayer de se dire une chose à la fois, un petit pas à la fois. Et en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est pas de trop me projeter, parce que si tu m'avais dit au début, voilà, t'as 14 mois de traitement, je crois que je me serais cachée sous une couette et je sais pas ce que j'aurais fait. Mais là, de se dire une chose à la fois. Est-ce que tu crois un petit pas à la fois pour arriver au sommet de la montagne, pour reprendre l'image de la montagne, mais voilà. Est-ce que tu crois que la force qui t'a vraiment amené à faire un petit pas à la fois, c'est toujours l'espoir? Sans doute. Et est-ce que tu pourrais, alors c'est peut-être pas une question si facile, comment tu pourrais définir l'espoir dans ton cas? Parce que l'espoir, enfin, il y a autant de définitions de l'espoir que de personnes sur Terre, mais ça. Dans ton cas, c'était l'espoir de quoi? Oui, c'est l'espoir d'aller mieux un jour, et aussi la conscience de je mets tout en place dans ma vie, et ça on va peut-être en reparler, pour que ça se passe au mieux. Et le reste, en fait, ça m'appartient pas, je ne sais pas. Et c'est compliqué parce que cet espoir, il y a aussi quand même un truc du lâcher prise. Hein. On est très, très là-dedans parce que oui, tu t'accroches à un espoir, à une idée de ça va aller, mais en fait, on n'a aucune idée. Et donc, se dire, on lâche. C'est un peu aussi, je reprends en coaching, hein, c'est ce qui est dans ta zone de contrôle. C'est ce que je peux faire, moi, tous les jours, les petites choses que je mets en place. C'est énorme, voilà. En fait. Oui. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses hors contrôle aussi. C'est comment ton corps va réagir au traitement, est-ce que ça va... Et ça, c'est hyper compliqué de se dire, en fait, ça, malheureusement, ça m'appartient pas. Et on va faire au mieux pour que ça se passe au mieux. J'ai envie de dire un espoir actif. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je mets tout en place pour nourrir cet espoir et... C'est ça. Et voilà, donc c'est très bien cette théorie des petits pas. Est-ce que tu veux nous parler de des changements qui se sont opérés dans ta vie ou est-ce que tu avais déjà pendant les traitements une idée de ce que tu avais envie de faire après? Bon, tu étais déjà dans l'associatif, déjà très tournée vers les autres. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais changer de vie, t'ouvrir à autre chose, accompagner les femmes qui allaient traverser les mêmes épreuves? Quand est-ce que tu as ressenti ça? C'est ça. Et pourquoi tu as ressenti ça? Oui. Mais c'est marrant parce que quand tu me dis quand, en réalité, ça fait déjà depuis plusieurs années que je me forme en tant que coach, mais à distance. En fait, quasiment tout de suite. Donc, c'est-à-dire que pendant mes traitements, j'ai entamé une formation de coaching. Donc, j'avais
C'est marrant parce que il y a pas si longtemps, j'ai renvoyé mon travail, on va dire, de fin d'études. Et je disais, mais j'avais la trouille parce que je savais pas comment on allait réagir. J'avais pas un poil sur le caillou. Je savais pas si j'étais capable de suivre des cours en présentiel aussi à l'époque. Est-ce que j'avais avoir la capacité physique et psychique, etc. Et moi, ça m'a porté. En fait, autour de moi, je crois que mon mari quand même m'a dit non, tu as raison, fais-le. Mais j'ai eu quand même beaucoup de mais t'es sûre, t'es quand même super fatiguée, etc. Et à la fois non, je savais pas, j'étais pas sûre, mais j'étais poussée par s'il faut que je le fasse maintenant, par un sentiment un peu d'urgence, quoi, de se dire et bon, maintenant ça suffit, arrête de trouver des fausses excuses. Là, il y avait plus d'excuses, quoi. C'est quoi moi j'avais toujours la bonne excuse de mais j'ai pas le temps, les enfants, Et en fait, c'est aussi une grosse claque, finalement, ce cancer qui m'a fait m'arrêter. Et ça faisait des années que je ne m'arrêtais pas. Je voulais être absolument parfaite sur tous les plans. Ce qui est complètement illusoire, entre parenthèses, ça n'arrive jamais. Mais je voulais être la mère parfaite, la cadre du mois, la mère parfaite, la copine parfaite. Et je m'étais oubliée. Je m'étais complètement oubliée aussi dans la maternité. Et peut-être un peu plus avec la naissance des jumeaux, j'avoue que je me suis très fort... et je savais plus trop ce que j'avais envie. Quelles étaient mes envies? C'est qui Cinda, en fait, à part être une maman? Et du coup, le cancer, maintenant je peux le dire, et je sais que c'est un peu difficile à entendre, peut-être pour des personnes qui sont en traitement, mais pour moi, ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau. Il t'a donné la permission de faire... c'est ça. de faire tout ce que tu voulais faire. C'est ça. C'est fantastique. Et en fait, donc, ces études de coaching... t'ont aussi aidé dans cette reconstruction psychique. Alors, je ne veux pas encore dire physique, parce que, voilà, quand tu es en plein traitement, tu n'es pas encore là-dedans. Alors, raconte-nous, comment est-ce que tu as envie d'accompagner les personnes? Quelles sont les stratégies qui t'ont aidé? Parce que j'imagine que c'est ça que tu développes avec les gens aussi, malgré qu'on soit tous totalement différents. Mais je trouve que c'est bien de partager des petites stratégies parce que ça peut vraiment ouvrir le champ des possibles pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Et qu'est-ce que tu mets en place maintenant avec les personnes que tu accompagnes? C'est difficile de savoir ce qui m'a plus aidé dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses. Donc, clairement, le coaching m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, dédicace à Magali Mertens. Merci à toi. Magali, que nous allons recevoir sur le podcast aussi. Voilà. Merci beaucoup. Qui est coach. Et c'est sûr que le coaching m'a vraiment aidé aussi à clarifier ce que je voulais, à clarifier mes objectifs, à me recentrer. Donc, clairement, ça a été un gros soutien. J'ai aussi fait du shiatsu préparer mes chimios. Donc, je te disais, mon mari est thérapeute shiatsu, donc ça, c'est quand même une grande chance. Donc, oui, ça, c'est super, hein? Avoir à domicile. À domicile, voilà. Oui. Ça, c'est quand même génial parce que ça a préparé mes chimios et je le vois d'ailleurs avec d'autres personnes qui l'accompagnent pour le moment en chimio. Elle disait la différence que si tu le fais pas, quoi. C'était impressionnant en termes de ton énergie, des nausées. Enfin, c'est quand même assez puissant. La méditation, chez moi, ça a été vraiment très, très important. La méditation, on parlait des petits pas et finalement de s'accrocher à un espoir, mais il y a aussi le côté, comme tu sais pas, essaye d'être dans l'instant. Ouais. C'est hyper, ça paraît d'une simplicité absolue, mais en fait, c'est super dur. Pas si simple que ça. Pour moi, c'est super dur. C'est vraiment être pleinement présent à l'instant, et d'éviter justement d'anticiper, d'être dans l'après ou dans le passé aussi. Et on a tous, je pense, à des degrés divers, mais on a tous cette tendance à anticiper les choses. Et c'est vrai qu'avec le cancer et l'après, ça te permet d'être ancré dans, voilà, qu'est-ce qui se passe ici, maintenant pour toi. Et du coup, je me suis aussi formée en tant qu'instructrice de pleine conscience pour enfants, d'ailleurs. Parce que je me suis dit, en fait, si on apprend ça à des loustiques dès l'âge de 4 ans, ça va leur donner des ressources absolument formidables pour faire face à tout, entre guillemets, dans leur vie. Et donc, ça, c'est aussi pour ça que je me suis formée là-dedans. Ça, c'est en termes de stratégie. Alors, j'ai envie de te demander, puisque toi, tu as fait ces études de coaching où finalement, tu as fait tout le travail sur toi-même, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui commencent le traitement par rapport à un soutien psychologique de l'extérieur? Alors, moi, pour ma part, oui, j'ai eu aussi un soutien psychologique. J'allais voir une
une personne qui faisait du Reiki et il y avait un temps de parole, un temps de travail sur le corps pendant tout mon cancer. Est-ce que tu penses que c'est vraiment presque indispensable d'avoir une personne chez qui on peut déverser tout ce qu'on a sur le cœur? Moi, je le faisais aussi parce que je voulais préserver ma famille. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Je dirais, en fait, c'est une très bonne question. Et je voulais te dire aussi, j'ai été aussi accompagnée par une psy au début. Voilà, je trouvais que l'accompagnement psy-coach était bien parce que c'est deux approches assez différentes. Mais oui, je pense que c'est important, en fait, de se faire accompagner. Moi, le coaching m'a aidée et j'ai envie de dire, c'est clair que c'est une façon de faire. Il n'y a pas que ça. Et clairement, parfois, les accompagnements psychologiques ou plus corporels peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Moi, ce qui m'a manqué, en fait, dans mes traitements, et c'est ce que j'ai mis en place aussi maintenant, c'est un petit peu l'aspect plus corporel, même si j'avais le shiatsu, mais je veux dire, de reconnexion à soi et alors de pouvoir discuter avec d'autres aussi qui avaient mon âge, parce que j'ai eu un cancer à un âge relativement jeune et en fait on n'est pas tellement, et tant mieux à vrai dire, mais c'est sûr que ça m'a pas été proposé du tout. Et j'imagine que tu n'avais aucune copine de ton âge qui avait un cancer, évidemment. Donc c'est sûr que tu es dans des réalités, alors il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est plutôt des femmes qui avaient l'âge d'être ma mère, voire ma grand-mère. Et bien qu'elles étaient super sympathiques, c'est pas le problème. Mais pas dans la même réalité avec les enfants. Voilà, on n'est pas dans la même réalité, au niveau travail aussi. C'est des gens plutôt en fin de carrière, moi je suis encore en plein dedans, plus les enfants. Donc c'est vrai que ça m'a manqué. Et du coup, les ateliers que je proposais, je te disais tout de suite, les ateliers Un instant à moi, ce qui est en fait mon activité que j'ai appelée Un instant à moi, coaching et atelier. J'en fais aussi pour des patients qui sont en rémission, on va parler de l'après tout de suite, qui sont en rémission de cancer et qui peuvent justement se reconnecter à leur corps, d'avoir un moment d'ancrage, un moment d'étirement doux et un moment de cercle de parole. Parce que ça, et toi, tu n'as donc pas eu en fait ce temps de parole, ce groupe de parole. Ça n'a pas vraiment été proposé. Encore le groupe de soutien qui, en fait, tous ces groupes explosent maintenant. Oui, complètement. C'est vrai. Ça, c'est génial. Et c'est génial, mais c'est vrai qu'à 35 ans, avec des jeunes enfants, on n'a vraiment pas du tout les mêmes priorités. Non. Donc, non. Donc voilà, alors raconte-nous tes activités, qu'est-ce que tu mets en place. Alors je tiens quand même à dire que Cinda m'a offert une session hier, c'était absolument fantastique, donc d'ancrage, de méditation guidée on peut dire, d'étirement, et c'est vrai que c'est primordial, on peut être tellement dans la tête pendant tous ces traitements et pas toujours connecté à son corps. Voilà, je trouve que c'est absolument extraordinaire ce que tu offres aux gens. Et voilà, et parle-moi dans ce cadre-là, en fait, de l'après-cancer et des difficultés que tu as rencontrées dans l'après-cancer. D'accord. Voilà, si je te dis l'après-cancer, comment est-ce que tu peux le définir? Parce que quand on est dedans, on réalise pas qu'il y a un après. Qui nous réserve un petit lot de surprises. Oui, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Mais c'est sûr que je vais peut-être mettre juste un tout petit mot sur les activités que je fais. Donc, comme je disais, je fais du coaching post-cancer, du coaching de vie et du coaching aussi professionnel. Donc, je suis assez inclusive dans mes accompagnements. Moi, j'aime pas trop faire des cases, en fait. Et la particularité des coachings que je propose, c'est aussi d'accompagner les gens avec ces moments d'étirement, d'ancrage, de méditation. Évidemment, si la personne a une demande en ce sens-là, je n'impose rien, mais je propose, et je trouve que c'est important encore plus dans la société actuelle où il y a quand même un stress qui vient se rajouter, Covid, etc., qui fait qu'il y a quand même une ambiance un peu anxiogène, quoi. Oui. Donc, voilà. Alors pour peut-être l'après, oui, voilà. C'est ça. L'après, mais l'après, c'est un chemin. Je crois que j'ai noté récemment, je trouve que c'est un chemin assez passionnant parce que j'ai peut-être cru naïvement que ce serait très linéaire et très facile, peut-être pas, mais en tout cas plus facile que les traitements. Et en réalité, ce qui ressort et pour moi et pour les personnes que j'accompagne et pas mal de témoignages que je lis et que j'entends, c'est que c'est pas si facile. En fait, il y a un peu, t'es un peu sur des rails avec les traitements et c'est très, t'as ta feuille de route avec tous tes examens, tes prises de sang, tes rendez-vous, un agenda de ministre. Et alors, tu te retrouves après, boum, voilà, en fait,
bravo, vous êtes en rémission. Donc à la fois, c'est génial, hein. Tu dis ouais, t'es en rémission, c'est formidable. Je dis rémission, ça veut pas dire guérison, hein. On pourrait peut-être y revenir, mais donc rémission, ça veut dire qu'il y a plus de cellules visibles dans ton corps. Ça veut pas dire que tu es guéri. Oui, rémission, c'est pas guérison. Voilà, je suis désolée de le dire, mais donc tu dois quand même faire avec, hein, ce épée de Damoclès qui est plus ou moins là, mais alors t'as un espèce de grand vide. Et il faut trouver un moyen que ce vide fasse sens finalement. Et je trouve que c'est ça le chemin. C'est ce vide plein de fatigue. Ce vide plein de fatigue, oui, exactement. Plein de fatigue, d'effets secondaires à long terme. Donc clairement la fatigue, il y en a plein, mais c'est surtout la fatigue. Et quand on dit fatigue, je trouve ça important que les gens sachent que c'est pas la fatigue de hey, c'est bon, un coup de pied aux fesses et ça repart. C'est bien au-delà de ça. Y a quelque chose, et on sait maintenant que c'est aussi lié au traitement. Donc il y a eu un stress aussi hyper important de longue durée, mais aussi physiquement les traitements que tu prends qui ont un impact sur ta fatigabilité, sur ton sommeil, sur ton anxiété, sur tes douleurs articulaires, etc. Donc c'est vraiment le moment où on est lâché dans la nature, et en fait c'est là où il faut aussi prendre soin de soi plus. Oui, parce qu'en fait, tout le monde prend soin de nous pendant les traitements, finalement. À l'hôpital, on est entouré, mais cette fatigue, c'est vraiment... c'est presque indescriptible, hein, parce qu'on ne peut même pas la comparer à une fatigue. Oui, peut-être une fatigue de burn-out. Un jour, on en a parlé, et je vois dans le groupe de soutien, dans tous les témoignages, c'est vraiment ce dont les femmes souffrent le plus. Et l'entourage ne comprend pas toujours, parce qu'en fait on a les cheveux qui repoussent, et donc en fait on est guéri, on est en rémission guéri, pour eux peut-être, et donc cette fatigue est vraiment très handicapante. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut la décrire? Une fatigue physique, mais une fatigue morale, une fatigue psychologique. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes dans l'après-cancer? Pas spécialement comment tu les accompagnes, mais qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, de mettre en place par rapport à tout ça? C'est une vaste question, parce que on est tous et toutes différents. Moi, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi le rapport à la nature. Et peut-être encore plus dans ces temps où on a été un peu confinés, voire très confinés, aussi de s'octroyer des petits moments avec soi-même. Et que ce soit en méditant, que ce soit en se baladant. C'est vraiment essayer de se recentrer sur soi. Et je pense que là, on se recentre sur soi, on se chouchoute pour être aussi mieux avec soi et pouvoir être mieux avec les autres. Parce que comme tu dis justement, le truc, c'est pour les gens, c'est bon, en fait, c'est fini. Je mets toujours l'image des petits papillons et des petites paillettes. C'est bon, c'est fini. Regarde, t'as plein de cheveux, et chez moi, il y en a beaucoup. Ils ont repoussé. J'ai de la chance, mais il y en a beaucoup. Donc, ça ne se voit pas, en fait. Et les gens voient pas non plus que j'ai un sein en moins, par exemple, tu vois. C'est très invisible. Mais justement, je trouve qu'il faut rendre, et ça, c'est un de mes combats aussi pour l'après, c'est rendre l'invisible plus visible. Parce que finalement, on fait partie de la société. Nous, les anciens malades, ou même les maladies chroniques. Moi, j'inclus d'autres personnes aussi, j'inclus pas que les cancers. Il y a quelque chose de rendre visible aussi toute cette partie de personnes qui ont beaucoup de choses à apporter. Et on n'est pas que la maladie. Ça définit pas une personne. Non. Ça définit un petit bout de sa vie, peut-être, à un moment donné, à un moment T, mais moi, la fameuse phrase après le cancer, il y a la vie. Oui, en fait. La vie avec tout ce que ça a de bon, de moins bon, et ça, je trouve, c'est hyper important de se dire. On apprend énormément. T'es obligé d'avoir cette espèce de chemin, on parlait de chemin de résilience, mais t'apprends énormément sur toi-même, et du coup, je pense que, on reparlait de retour au travail tout de suite. Il y a aussi ça, de se dire, on est inclus dans la société, on n'est pas invisible, on n'est pas à cacher dans un coin. Non, on fait partie de la société. Et que tu sens que tu as quelque chose à apporter en plus de par cette épreuve. Alors c'est vrai on recevra sur le podcast aussi une personne qui va parler justement des difficultés du retour au travail et de certaines personnes qui sont mises un peu à l'écart parce qu'elles ont été malades, parce qu'elles se sont absentées pendant 2 ans, les opérations de reconstruction et tout ça. Donc c'est pas si facile que ça.
Ce serait évidemment génial d'informer les employeurs, les gens dans les sociétés, parce qu'on ne sait pas finalement. Moi, il y a quelques jours, une amie m'a dit, mais dis donc, un cancer du sein, ça dure longtemps quand même. Et j'avais envie de rire. Oui, effectivement, les traitements, les reconstructions, l'hormonothérapie. Oui, en fait, quelques années. Oui. Et c'est pas le cancer du sein. Oh, ben c'est 6 mois à passer, 6 mauvais mois à passer. Oui. Donc ça, je trouve que c'est bien. Le fameux petit cancer qui se soigne très bien. Les hommes qui ont le cancer de la prostate entendent exactement la même chose aussi. Donc voilà, et il faut pas non plus dramatiser, mais c'est vrai que je te rejoins dans ce sens qu'il faut parler de l'après. Il faut que les gens soient conscients que c'est un long chemin. Alors, par rapport à la reconstruction, un petit mot. Donc, reconstruction psychique, évidemment. Reconstruction physique, est-ce que tu envisages une reconstruction maintenant ? Oui. Alors, j'envisage une reconstruction peut-être un jour. Donc, ça va pas. C'est pas une réponse. C'est une réponse un peu de politicien, mais c'est-à-dire que, enfin, j'ai vu des chirurgiens encore récemment et en fait, je ne suis pas prête. Voilà. Je suis absolument pas prête. Et il y a un médecin qui m'a dit, en fait, quand l'idée de reconstruire vous procurera plus de joie que le stress de l'opération, c'est que ce sera bon pour vous de commencer à l'envisager. Et je trouvais que c'était une remarque assez intéressante. Ou de peut-être jamais l'envisager. Parce qu'en fait, pour ça, comme pour tout, pour moi, il n'y a pas un chemin. Enfin, on est tous différents et chaque chemin est très valable. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Enfin, voilà, je trouve que... Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une pression, peut-être, je sais pas, qui, en tant que femme, peut-être en tant que femme jeune, de se dire, attends, tu vas quand même pas rester avec un sein en moins. Tu l'as entendu, j'imagine, souvent. Oui. Pas de mettre proche, mais... À ton âge, oui, à quand ton même. âge, c'est ça, à ton âge, on reste pas avec un sein en moins. Et alors, c'est très bizarre, mais je ne le vis pas spécialement mal. C'est-à-dire que, pour moi, d'enlever ce sein m'a sauvé la vie. Pour le moment, voilà, les risques aussi liés au type d'opération que je pourrais faire sont quand même assez... tout n'est pas possible pour toutes les femmes aussi, il faut le savoir. Il faut le savoir, oui. Il faut le savoir. Et dans mon cas, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est un DIEP. En gros, c'est une greffe autologue. On prendrait un bout de mon ventre. Voilà, je suis pas encore... même si l'idée d'avoir un ventre tout plat, parce que bon, quand t'as eu des jumeaux, le ventre plat, il n'est plus là, faut être honnête. Un ventre plat et un sein, l'idée est séduisante comme ça, de prime abord. Oui. Voilà. Là, je ne suis pas en phase de me dire, allez, vas-y, en fait. Non, je suis plus... je trouve que la reconstruction psychologique que je suis en train de mettre en place aussi et pour moi, elle doit être consolidée chez moi, en tout cas, avant de passer à la reconstruction physique. Alors, je comprends que pour d'autres, c'est pas le cas. Oui, mais c'est très intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que pour certaines personnes, les deux vont de pair. Voilà, pour certaines personnes, les femmes veulent la physique avant la psychique. Donc, c'est tellement personnel. Et je te rejoins aussi dans cette pression, parfois de la société. Moi, je me souviens quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'avais même pas encore perdu mon sein, qu'on me disait, et alors, tu vas faire quoi comme reconstruction? Et donc je me disais, mais mon Dieu, mais les amis, je l'ai pas encore perdu. Oui. D'ailleurs, je suis même pas sûre que je vais perdre totalement mon sein. Oui. Et donc c'est vrai que c'est presque parfois inenvisageable pour certains. Maintenant, c'est bien, il y a plein de mouvements de femmes, qui décident de ne pas reconstruire. Donc c'est un choix personnel. Mais c'est intéressant que tu dises que pour toi, tu dois d'abord consolider cette reconstruction psychologique, complètement, psychique, avant de passer peut-être un jour ou pas à une reconstruction physique. Alors comment tes enfants maintenant, comment est-ce qu'ils en parlent encore? Ce qui est assez extraordinaire, et c'est là où on se dit que les enfants sont absolument d'une résilience incroyable, c'est qu'en fait, au moment où j'ai commencé mes traitements, elle a commencé le chant classique. À l'académie. Et ça a vraiment... ça a permis d'exprimer des émotions assez fortes. Et maintenant, elle est fan absolue. Pour te dire, pour son anniversaire, elle veut un poster de Maria Callas, quoi. Donc, voilà, pour te dire à quel point elle est vraiment à fond là-dedans. Et elle me dit, maman, tu sais, ça m'a fait vraiment du bien de chanter, ça m'a permis d'exprimer mes émotions. Elle me le dit maintenant avec le recul, et ça, c'est génial aussi. On parlait de rendre visible l'invisible. Je trouve que exprimer les choses, c'est aussi une façon d'expliquer, en fait, oui, là, j'ai l'air
j'ai l'air OK. Mais en réalité, si je fais ça, plus ça, aujourd'hui, eh bien, à 3 heures, j'aurais envie de faire une sieste. Et c'est hors de mon contrôle. Je trouve que c'est important de pouvoir poser ça aussi, de pouvoir... Et ça apprend aussi, ça, à poser tes limites. Tout à fait. Et d'expliquer aux enfants, quoi. Oui. Expliquer aux enfants, mais pas que. Poser ses limites, ses priorités, je pense que on devient aussi sans doute plus empathique aussi vis-à-vis. Tu vois, pour moi, il y a plein de choses qu'on apprend. Enfin, ça, c'est pas l'objet de ce podcast. Non, parce que c'est très intéressant aussi de dire, parce que moi, j'étais assez énervée par cette fatigue et cette contrainte de devoir de me dire, oh là là, j'ai eu un rendez-vous, mais je suis cassée pour le reste de la journée. Donc, c'est vrai, c'est intéressant parce que, voilà, poser ses limites, connaître ses limites. C'est ça. Bon, après, on n'a peut-être pas tellement envie d'être épuisé pendant des années. Bien sûr que non. Mais c'est une transition. Je pense que c'est important de se dire... Pour moi, il y a aussi un truc de deuil, quelque part. Il y a un deuil à faire, probablement, en tout cas chez moi, peut-être transitoire, mais en tout cas de ce que je savais faire, entre guillemets. Mais en même temps, je courais partout. Donc, j'étais nulle part. Donc, finalement, ce deuil, c'est peut-être pas plus mal, en tout cas, de se dire, oui, OK, c'est plus comme avant, mais c'est pas forcément moins bien qu'avant. Mais retrouver des nouveaux repères. Retrouver, c'est ça, des nouveaux repères, des nouvelles limites, des nouvelles façons de faire. Et ça, que ce soit encore une fois le cancer ou autre, je pense que c'est valable pour plein de choses, plein d'accidents de la vie, on va dire, de se dire, mais en fait, oui, c'est plus comme avant, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi ? Comment je veux faire ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et s'écouter et poser ses limites. Je crois que je vais pas dire le secret parce que j'ai pas de légitimité pour dire c'est la solution. En tout cas, ça peut être une solution, quoi. Ouais. Et tu parles, alors je change un peu de sujet. Tu parles souvent de tes accompagnements pour les enfants. Tu souhaites accompagner des enfants de mamans qui ont le cancer aussi, ou parce que tu as souvent parlé des accompagnants qu'on oublie souvent dans l'histoire. Complètement. On s'occupe moins d'eux. Les enfants, sont parfois dans le déni. Les plus grands sont parfois dans le déni, hyper désagréables. Mais en fait, quand on comprend, c'est une manière de se protéger. Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport aux accompagnants ? En fait, comme tu le dis bien, effectivement, les accompagnants en général, et alors les enfants en particulier, je pense que c'est important qu'ils soient accompagnés, pour reprendre ce terme-là, d'une façon ou d'une autre. C'est clair que la pleine conscience, c'est clair que pour les petits bouts, ça peut aider aussi à être dans le moment, à apprendre à respirer, à aussi connaître son corps, à pouvoir mieux comprendre ses émotions. Je pense que tout ça, en fait, c'est valable pour tous les enfants et toutes les personnes du monde entier, mais peut-être encore plus pour des enfants qui ont des parents malades ou autres. Alors, dans tes accompagnements, quand tu dis comprendre ses émotions, donc tu dans les accompagnements guidés, tu parles des émotions et tout ça, oui. Donc, en fait, l'enfant peut mettre des mots là-dessus ou ressentir. Simplement mettre des mots ou simplement aussi du ressenti, en fait. Comme tu disais si bien, on est beaucoup, que ce soit des enfants ou des adultes, on est quand même de plus en plus souvent dans la tête. Et en fait... faire descendre. Voilà, faire descendre, ça, de se recentrer, d'être ancré. Et je pense que pour les accompagnants, par exemple les conjoints aidants, par exemple, je fais encore une dédicace à mon mari ici, parce que ça, c'est vraiment, mais je trouve qu'une place... quand on parlait d'invisibilité, celle-là, pour moi, c'est extraordinairement invisible. C'est-à-dire que c'est comme si ces personnes-là devaient gérer. Et en fait, comme elles sont pas le centre de l'attention, tout le monde les oublie. Alors qu'elles sont essentielles. Donc, je dirais oui, aussi, pour faire le parallèle avec l'après-cancer, se dire, prendre soin de soi, mais ça peut passer par plein de choses, mais prendre soin de soi et pas hésiter de se faire accompagner aussi. Que ce soit en coaching, ou parfois des psychologues, parfois des cercles de parole, ou tout ça combiné, ou simplement aller courir quelques kilomètres pour un peu évacuer. Il y a pas une formule magique, ça se saurait, je pense, mais de se dire, en fait, j'ai aussi le droit de penser à moi, et c'est toujours la même chose. Si je suis bien avec moi-même, je peux être bien avec l'autre. C'est toujours la même base. Et les conjoints aidants, c'est sûr que il y a ce côté gestion, mais finalement, qu'est-ce qu'ils font pour eux ? Pour moi, ils ont tout mon admiration. Oui, puis c'est plus difficile pour les hommes de parler, entre eux. Il n'y a pas tous ces groupes de parole. Mais je pensais en faire un, en fait. Ah oui, je vois, il y a
plusieurs hommes qui ont demandé de rejoindre le groupe de soutien. Alors, il est exclusivement réservé aux femmes. Et donc, plusieurs fois, j'ai suggéré... alors, soit ce sont des maris de femmes qui sont déjà dans le groupe. Donc, j'ai dit, écoutez, vous pouvez prendre l'ordinateur de votre femme et aller voir. Mais je trouvais que c'était important de rester entre femmes. Ou alors, j'ai suggéré qui crée un groupe de soutien, mais je pense que c'est plus difficile pour eux de parler. Je pense qu'il y a très peu de groupes cancer de la prostate. Il y en a, mais je pense que il n'y a pas cette sororité voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Non. Donc non, c'est clair. Cinda, est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais nous dire? Est-ce que tu veux conclure ce podcast d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter encore? Qu'est-ce que j'aimerais encore raconter? Que dans un monde idéal, il ne faut pas attendre de tomber gravement malade pour prendre soin de soi. Il y aura toujours une bonne raison pour pas faire les choses, toujours une bonne raison pour pas s'écouter, pour prendre du temps pour soi. Et finalement, cette phrase qui dit qu'on est la personne la plus importante de notre vie, quand je l'avais entendue pour la première fois, je trouvais ça horriblement égoïste, mais en fait... non. Donc j'aurais envie de conclure comme ça en disant, en fait, on se rend pas compte sans doute du caractère précieux et éphémère de la vie avant d'être confronté à sa propre fin, quelque part. Hein. C'est la seule certitude. C'est la seule certitude, c'est que ça arrivera à un moment donné, mais en attendant, si on a moyen de trouver des petits bonheurs, des petits moments, des petites choses, pour se faire du bien, pour être bien avec les gens qu'on aime, et voilà, se reconcentrer sur l'essentiel, en fait. Voilà, j'ai envie de dire ça. Oui, et prendre soin de soi, finalement, ça a des définitions. C'est vrai que dans l'absolu, on peut dire c'est s'écouter, mais prendre soin de soi, ça peut être faire des choses qui nous plaisent, faire des choses qui nous nourrissent. Ce n'est pas spécialement se reposer ou prendre soin de soi. Pour moi, c'est vraiment faire des choses qui nous nourrissent. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, tu prends bien soin de toi, hein, égal, tu vas dormir. Oui, hein, mais pas forcément dans le faire. C'est ça aussi, peut-être rajouter, parce qu'on est beaucoup aussi dans le faire, dans notre société, mais simplement, juste être. Mais c'est dur. Mais avec un grand E, mais je pense que c'est... Et être quand on fait aussi, complètement. En fait, hein. En tout cas, peut-être essayer de temps en temps. Mais écoute, merci beaucoup Cinda d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je mettrai tous les contacts de Cinda en dessous du podcast. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.